Alors, on va passer maintenant au deuxième projet, l'écologie et le positionnement épistémologique des écologues dans la résolution de la crise environnementale, avec un écologue, Sébastien Barrault, et un philosophe, Clément Hugo, qui vont à leur tour se prêter au jeu de la présentation en duo. Une fois que ça marche. Non, c'est parti, je peux pas. J'ai partagé l'écran, j'ai partagé le. Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas voir mon écran. L'affichage qui est pas bon sur. Oui, ça passe en mode présentateur. Je ne veux pas présentateur en fait. Puis l'écran est un peu bizarre, on n'est pas content. Non, il ne veut pas. Oui, je n'aime pas le présentateur. Non, bah, ça dépend. Non. Donc, on va rester en... D'accord. Alors, là, il n'aime pas du tout ton ordi, en fait. Tout coup, il n'aime simplement pas, quoi. Il ne veut pas revenir. Hein? Ah, oui. Ouais, peut-être, parce que là, ça marche, mais par contre, c'est... Là, effectivement. Oui, ça marche. Oui, ça marche. Mais là, il ne va rien voir. Ok, ça y est, c'est bon. On peut le laisser comme ça. Ça passe bien, ça suffit. Si ça ne gêne pas, on peut le laisser comme ça. La distance, ça se voit bien si on voit ça là. La distance. Parce que là, c'est bon. Oui, alors je vais mettre plein écran. C'est bon là, hein? Non, le partage est en pause. Oui, le partage est en pause, ça marche pas. On va recommencer. Ouais, je pense que c'est mieux. C'est celui-là. Hein, voilà. Là, normalement, c'est bon. Je crois qu'il faut que tu prennes celui-ci. Merci beaucoup. Du coup, avec Rémi, alors moi je suis écologue, Rémi est philosophe, on travaille dans le même laboratoire, on travaille à l'Institut d'écologie et des sciences de l'environnement qui est ici à Sorbonne Université. On va vous présenter différentes idées qui font, je pense, écho avec la présentation précédente. Et par contre, c'est moins un projet complètement intégré. Bon, on travaille réellement ensemble, Rémi et moi, mais ce n'est pas un projet à part entière financé, etc. En gros, moi, je vais vous parler d'écologie et je vais vous dire que l'écologie, en tant que science, c'est déjà une science interdisciplinaire par essence. Et je vais, dans un deuxième temps, vous montrer pourquoi est-ce qu'on a besoin d'aller vers les sciences humaines et sociales, pour différentes raisons. Je vais vous expliquer pourquoi. Et puis, Rémi va vous expliquer finalement pourquoi est-ce que le travail philosophique éclaire cette interdisciplinarité et pourquoi on a besoin tout particulièrement d'interdisciplinarité entre écologie et philosophie. Du coup, je vais partir des bases, partir de la définition de l'écologie. Souvent, on ne sait pas trop. Finalement, l'écologie, c'est la science qui s'occupe des interactions entre les organismes vivants et entre les organismes vivants et leur milieu physico-chimique. Donc là, sur le schéma, je représente un ver de terre qui peut interagir avec d'autres vers de terre. Il peut interagir avec les plantes qui poussent, mais à la fois les plantes qui poussent dans le sol et le ver de terre modifient leur milieu physico-chimique, modifient par exemple le sol. Les vers de terre changent la structure du sol, les vers de terre accélèrent la minéralisation de la matière organique, donc ça joue sur la chimie du sol. Et donc l'idée de l'écologie, c'est de travailler sur toutes ces interactions entre les organismes vivants et leur milieu physico-chimique pour prédire un certain nombre de choses, pour comprendre un certain nombre de choses à différentes échelles spatiales et temporelles. Et donc, on peut se poser des questions qui sont un peu fondamentales, qui sont pilotées par notre désir de curiosité. On peut se demander
essayer de prédire combien d'espèces on va trouver dans un écosystème. On peut essayer de prédire quelle va être la production primaire, la quantité de biomasse produite dans un écosystème, etc. Donc c'est une science qui, d'une certaine manière, est interdisciplinaire de fait parce qu'elle est coincée entre la biologie et les sciences de l'univers. Je vous parlais des organismes vivants, mais je vous parlais aussi des interactions avec le milieu physico-chimique. Et l'idée, c'est que les organismes vivants pilotent un certain nombre de flux physico-chimiques. Et du coup, on doit s'intéresser aux sciences de l'univers quand on fait de l'écologie. Alors, ça peut être la pédologie, quand on regarde la formation des sols, c'est de la physico-chimie, mais c'est aussi piloté par des bactéries, des champignons, des vers de terre. Ça va jusqu'au climat. Le climat, c'est des flux de chaleur, d'énergie, des flux de matière, mais certains de ces flux sont pilotés par les écosystèmes. Et puis, de l'autre côté, évidemment, on travaille avec des organismes vivants, donc on s'intéresse à la biologie. Donc, on a aussi besoin de savoir comment fonctionne un ver de terre, une plante, y compris son fonctionnement interne, pardon. Mais du coup, vraiment, l'écologie est coincée entre ces deux pôles et on doit toucher à ces deux pôles. Alors évidemment, on a une interdisciplinarité qui est interne à l'écologie, qui est aussi liée à la diversité des organismes qu'on étudie. Donc, je vais passer vite, mais on va des bactéries jusqu'aux baleines ou aux éléphants. Évidemment, ce n'est pas toujours les mêmes personnes qui peuvent étudier tous ces organismes d'un coup. Et en même temps, par exemple, quand on travaille sur les vers de terre, on doit aussi travailler sur les interactions entre les vers de terre et les bactéries du sol, entre les vers de terre et les plantes et les champignons, etc. Une autre chose qui est importante, c'est que l'écologie est intimement liée à l'évolution au sens darwinien. En gros, l'idée, c'est que si je vais dans un écosystème, je vais travailler sur des organismes, en fait, ces organismes, ils ont été façonnés par l'évolution et ils continuent à être façonnés par l'évolution. Donc, quand on fait de l'écologie, on fait forcément de l'évolution. Et quand on fait de l'évolution, on fait forcément de l'écologie dans le sens où c'est l'écologie qui, à un moment donné, fixe la scène dans laquelle les organismes vont continuer à évoluer. Donc, il y a vraiment cette boucle de rétroaction entre dynamique écologique, dynamique évolutive, au sens darwinien. Et souvent, quand on parle d'évolution, surtout auprès du grand public, souvent les gens pensent aux dinosaures, pensent à l'évolution sur le temps long, mais en fait, de plus en plus, on sait que l'évolution, c'est quelque chose qui peut se passer très rapidement. En 2-3 générations, on peut avoir des changements très importants dans des caractéristiques des organismes. Et alors, c'est un peu un extrême, mais typiquement, la dynamique du Covid-19, c'est une boucle de rétroaction entre l'évolution et de l'écologie. L'évolution, c'est les nouveaux variants que vous voyez apparaître. Et l'écologie du Covid, c'est les mesures prises dans les différents pays pour se protéger du Covid. Voilà. Alors évidemment, je vous ai parlé de différentes échelles spatiales et temporelles, et c'est quelque chose qui est assez important parce qu'on peut travailler en écologie de l'échelle de l'agrégat de sol, en haut à gauche, jusqu'à l'échelle de la biosphère. Et puis, en termes de temps, c'est un peu la même chose. En bas à gauche, vous voyez quelqu'un qui mesure de la photosynthèse. C'est une mesure qui va prendre quelques minutes. Donc, on regarde combien de CO2 une feuille d'arbre va capturer en quelques minutes. Et puis, on va jusqu'à l'évolution, jusqu'à la courbe, vous ne la voyez pas très bien, mais en gros, c'est de la démographie d'éléphants. Donc, c'est sur plusieurs centaines d'années. Et puis, on va jusqu'à la paléoécologie, où on essaye de reconstituer les environnements passés, les systèmes écologiques passés. Et en fait, on acquiert pas mal de connaissances importantes sur le présent en étudiant les dynamiques écologiques passées. Pour finir sur ces aspects-là, en écologie, on doit utiliser aussi beaucoup d'outils très différents. Donc souvent, on imagine l'écologue comme un naturaliste qui, avec un filet à papillons, va compter et capturer des papillons. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait. Mais on utilise souvent beaucoup d'outils, on va dire, très sophistiqués pour analyser les choses qu'on prélève, par exemple. Donc là, en haut, vous avez un spectroscope de masse. Souvent, on a besoin d'étudier les isotopes stables du carbone, de l'azote, pour suivre des flux de carbone et d'azote dans les écosystèmes. On utilise énormément la télédétection. Et puis, alors tout ça, je pense que ça fait bien écho avec la présentation d'avant. On a besoin d'outils statistiques assez poussés. En fait, les écologues sont assez gourmands d'outils statistiques et inventent des nouveaux outils statistiques. Et on a aussi des aspects de modélisation mathématique et informatique qui sont tout à fait développés. Voilà. Et puis, en termes d'approche, je continue.
on peut aller de l'observation, donc on va dans un écosystème et on capture des papillons, on regarde combien de papillons il y a. On fait beaucoup d'expérimentations, on va manipuler les systèmes, et puis le but, c'est quand même souvent d'arriver à de la prédiction. Donc tout ça, d'une certaine manière, ça se fait à l'intérieur de l'écologie, mais vous vous rendez bien compte qu'il n'y a pas une seule personne qui peut maîtriser l'ensemble de ces outils, l'ensemble de ces approches, l'ensemble, on va dire, de sous-disciplines de l'écologie, et du coup, le travail est forcément déjà assez interdisciplinaire. Alors, je vais revenir un peu en arrière. Historiquement, l'écologie, c'est d'abord intéressé aux écosystèmes naturels sans qu'il y ait trop d'êtres humains dans ces écosystèmes. Donc là, vous avez une photo de la savane de Lamto, en Côte d'Ivoire, où je travaille beaucoup. Et historiquement, c'est ce qui s'est passé. Les chercheurs ont commencé à travailler dans cette savane sans trop s'occuper des êtres humains qui étaient autour. Et puis, plus récemment, petit à petit, les écologues se sont mis à s'intéresser à des écosystèmes dans lesquels il y a des êtres humains. Ça a donné le développement de l'écologie urbaine, le développement de l'agroécologie, le développement d'un projet comme celui qu'on a vu, celui qui a été présenté tout à l'heure sur les réseaux et les semences. Et alors, on peut se demander pourquoi. Alors, je ne suis pas du tout historien des sciences et l'histoire de l'écologie, c'est d'ailleurs un domaine sur lequel il faudrait faire plus de recherches. Mais je pense que l'idée, c'est qu'on s'est rendu compte petit à petit que les sociétés humaines avaient un impact extrêmement fort sur la biodiversité. Alors évidemment, c'est un impact qu'on va plutôt considérer comme négatif, mais il faut nuancer. Et puis, on s'est de plus en plus rendu compte qu'on avait besoin, que les sociétés humaines dépendaient de la biodiversité. Donc de nouveau, on a cette espèce de boucle de rétroaction. Et l'idée, c'est qu'actuellement, cette boucle de rétroaction n'est pas tellement durable. Et que du coup, pour rendre cette boucle de rétroaction durable, il faut continuer à étudier la biodiversité, continuer à étudier les sociétés humaines, mais étudier ces interactions. Et du coup, on a besoin d'interdisciplinarité, de rapprochement entre les sciences de la nature et les sciences humaines. Et ça fait partie des dynamiques qui conduisent à la création, au développement des sciences de la durabilité dont on a parlé ce matin. Alors évidemment, je vais aller vite. Ce que je vous ai montré, c'est que les dynamiques écologiques avaient des dimensions extrêmement variées. J'ai parlé d'évolution des organismes, j'ai parlé d'écosystèmes, on parle aussi d'écologie des communautés, des populations. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous savez que les dynamiques humaines aussi peuvent être étudiées sous des aspects très différents, par exemple économique, politique, historique, social, psychologique. Et du coup, quand on rentre dans cette histoire de sciences de la durabilité, en théorie, il faut rapprocher tous ces aspects. Et on comprend que ce n'est pas forcément très simple. Je pense qu'il y a des choses qui nous intéressent aussi tous dans ce type de boucle de rétroaction, c'est qu'on doit aussi allier le local et le global, comprendre ce qui se passe au niveau local et au niveau global. Et c'est vraiment une question importante pour la durabilité, parce que il faut aussi bien s'occuper de durabilité à l'échelle locale qu'à l'échelle globale. Les deux sont liés mais d'une manière complexe. Et puis, tout à l'heure, je parlais du fait que les sociétés humaines impactaient d'une manière plutôt négative la biodiversité. Donc ça, c'est un gros problème pour les écologues. Quand on est écologue, souvent, on s'occupe de ça. Du côté des sciences humaines et sociales, il y a quand même aussi un gros problème, c'est les inégalités socio-économiques à différentes échelles. Et l'idée, c'est que si on veut si on veut arriver à plus de durabilité, il faut à la fois enrayer les pertes de biodiversité, mais aussi trouver des trajectoires qui permettent de diminuer les inégalités. Donc évidemment, c'est pas très simple. Tout ça, c'est juste pour dire qu'il y a toutes ces disciplines qu'il faut allier. L'idée, c'est qu'il y a déjà pas mal de groupes où ça se fait. L'idée, c'est que dans certains cas, c'est des interactions qui restent un peu marginales dans les recherches, mais que probablement, il faudrait aller plus loin pour aller vers une interfécondation plus importante. Il me semble que le terme a été utilisé tout à l'heure. Alors, j'ai presque fini. Donc, moi, je travaille à l'IRD et dans le cadre un peu de tout ce que je viens de présenter, l'IRD a créé ce qu'on appelle des communautés de savoir. En gros, c'est 9 communautés autour de 9 défis. Moi, je co-anime le défi biodiversité. D'ailleurs, c'est amusant parce que je le co-anime avec Laurent Prère, qui a été mentionné sur une diapo tout à l'heure. Et du coup, ces communautés de savoir, je ne vais pas rentrer dans le détail du fonctionnement, mais l'idée, c'est vraiment que pour répondre aux défis de la biodiversité, plutôt de la durabilité, c'est plutôt ces espèces de boucles de rétroaction entre société humaine et biodiversité, on a besoin de faire communiquer des chercheurs de disciplines
extrêmement variés. Et l'idée, c'est de faire un peu d'animation scientifique autour de ça. Alors, ça va de choses très bêtes comme des webinaires. Le premier webinaire que j'avais organisé, on a fait intervenir Vanessa Laberry, justement. On essaye d'organiser des ateliers. L'idée, c'est de mettre en place des outils collectifs qui vont favoriser l'interdisciplinarité. Donc, ça fait qu'1 an et demi que ça existe. On ne sait pas trop jusqu'où ça peut aller, mais a priori, ça va dans le bon sens. Alors, pour finir, en mon sens, on est un peu au milieu du gué, c'est-à-dire, alors je dis à la fois de ce que je connais de la communauté IRDienne, mais peut-être d'une communauté plus large aussi. Je pense qu'il y a des groupes et des laboratoires qui sont très avancés dans ce type d'intégration entre sciences humaines et sciences de la nature. Je pense qu'il faut cependant aller plus loin dans cette intégration. Et puis, bon, on va pas s'en rentrer. Tout à l'heure, on a parlé de l'établissement, par exemple, d'un vocabulaire commun. Effectivement, on voit qu'il y a tout un tas de freins quand même qui font qu'on n'est pas allé jusqu'au bout du travail. Je sais que souvent, quand dans les réunions que j'organise, je connais certains individus qui, bon, on voit bien les incompréhensions. En fait. On voit bien qu'il y a des moments où tout d'un coup, il y a des choses qui ne marchent pas, des choses qui ne se comprennent pas. Et ça peut aller de choses très conceptuelles, sur quel concept on manipule, quelle vision du monde on a. Et ça peut être aussi sur des choses extrêmement pratiques, sur comment on organise un congrès. Alors moi, j'ai déjà organisé un congrès sur la ville durable avec beaucoup de sociologues et de géographes. Et au départ, on est assez surpris de voir qu'on n'organise pas un congrès de la même façon suivant les disciplines. Alors, une des choses qui peut se séparer un peu, c'est que dans les différentes disciplines, on peut avoir des visions assez différentes des relations entre société humaine et biodiversité. En caricaturant un peu, alors c'est vraiment une caricature, mais par exemple à l'IRD, je connais des sociologues qui vont étudier comment certaines communautés locales interagissent avec la biodiversité et favorisent une biodiversité localement. Et en face, il y a des écologues qui disent oui, c'est de la biodiversité, mais c'est de la biodiversité qui est complètement façonnée par les êtres humains. Moi, ce qui m'intéresse, c'est une biodiversité qui est indépendante des êtres humains. Donc voilà, il y a des choses assez compliquées. Et c'est là aussi qu'intervient la philosophie, l'épistémologie. Je pense que la philosophie peut apporter un regard sur cette interdisciplinarité dont j'ai parlé. Et je dirais presque en dehors de cette interdisciplinarité générale qui vise à étudier les boucles de rétroaction entre société humaine et biodiversité. Et nous continuons à avoir avec Rémi des discussions assez intéressantes, vraiment de philosophes à écologues. Et c'est ça que Rémi va vous présenter maintenant. Donc oui, je vais poursuivre cette présentation à deux voix, en fait, en faisant deux choses. La première, c'est effectivement revenir sur cette discussion et ces recherches communes qu'on est en train de développer avec Sébastien depuis, même un tout petit peu en amont, mais depuis mon recrutement au sein d'un laboratoire d'écologie en tant que philosophe pour essayer de travailler en interne ces questions que soulèvent les écologues et avec cette dimension extrêmement importante qui est de vivre au sein d'un laboratoire d'écologie pour être au plus proche des réflexions, des interrogations que soulèvent les écologues. Donc ça serait le premier temps. Et puis le deuxième, je voudrais essayer de présenter la façon dont aujourd'hui un certain nombre de philosophes se posent des questions sur qu'est-ce que la philosophie peut apporter à l'interdisciplinarité. Parce que ce n'est pas une question qui va de soi, ni pour les philosophes, ni d'ailleurs pour les chercheurs dans d'autres disciplines, qui parfois sont un peu, ont quelques craintes quant à la façon dont les philosophes peuvent s'engager dans l'interdisciplinarité ou se situer par rapport aux autres disciplines. Donc je dirais quelques mots sur ce second point aussi. Alors le premier point, juste pour revenir, et ça va faire écho à des choses dont nous avons déjà parlé ce matin, c'est qu'un des points de départ de notre réflexion aussi avec Sébastien, c'est cette discussion autour du rapport de l'IPBES de 2019 qui a beaucoup fait parler les écologues, en tout cas, qui ont été beaucoup interpellés par plusieurs notions introduites dans ce rapport. Alors, moi je m'étais intéressé auparavant à la question de la santé des écosystèmes, mais sur la façon dont ça pouvait être un concept, disons, qui oriente les recherches menées en écologie et disons, les recherches menées pour essayer d'accomplir, de mettre en œuvre cette transition écologique et sociale.
Mais surtout, je voudrais insister ici sur une notion un peu étrange qui a été introduite et repérée, qui est celle des changements transformateurs. Alors, les changements transformateurs, c'est une expression un peu bizarre. On se dit qu'est-ce que c'est qu'un changement transformateur? Déjà, la traduction n'était pas simple, mais en tout cas, je me souviens qu'on en avait beaucoup discuté, et dans la mesure où ça faisait écho avec l'idée aussi de sciences dites transformatives. Alors, je pense, là, je vais utiliser l'expression de sciences transformatives, mais c'est très proche, au fond, des sciences de la durabilité qui ont été évoquées et que tu as réévoqué, Sébastien, avec se demander mais quelles sont les spécificités des sciences transformatives. Alors, il y a notamment un philosophe, Tom Lederweder, qui a travaillé sur cette question, qui a essayé d'expliciter les enjeux épistémologiques, quelques-uns des enjeux épistémologiques des sciences transformatives, soulignant le fait que ça consistait à, disons, tenir ensemble au moins 3 dimensions. La première, qui est une perspective dite analytico-descriptive des systèmes socio-écologiques. Donc, ce premier point, c'est au fond ce qu'on envisage traditionnellement comme la question de la science et de la recherche, c'est essentiellement un travail descriptif qui permet de comprendre le fonctionnement du système socio-écologique. Un deuxième point qui est sans doute plus spécifique à ces sciences dites transformatives, qui serait celui d'endosser un agenda transformatif dans le cadre d'une perspective explicitement éthique de la durabilité. Alors, je vais revenir sur ce deuxième point. Et le troisième point, qui est celui de l'intégration de la plus grande diversité des parties prenantes, diversité des disciplines représentées, mais aussi diversité des acteurs pour essayer de mener des recherches participatives. Alors, sans doute, la spécificité la plus remarquable de ces sciences dites transformatives, en tout cas qui interpelle le plus, c'est ce deuxième point, celui de l'agenda transformatif, qui conduit, au fond, à admettre assez explicitement qu'un projet de recherche, des recherches menées, conduisent pour les chercheurs à endosser un certain nombre de valeurs, c'est-à-dire celles que l'on peut associer à la durabilité, et qui posent la question, et c'était un des points de départ, et je me souviens que tu étais aussi en train d'organiser une journée à la Société française d'écologie sur cette question des écologues face à l'action. Comment penser le rapport à l'action des écologues, c'est comment mener des recherches scientifiques qui suivent les méthodologies de chaque discipline, mais les méthodologies permettant de construire de solides savoirs scientifiques, tout en reconnaissant bien, que ces chercheurs portent des valeurs, notamment ces valeurs qui sont celles de la durabilité. Alors ça, c'est une question, la place des valeurs dans la recherche scientifique, c'est une question qui est loin d'être neuve. Elle a fait l'objet d'un certain nombre de recherches en sociologie des sciences, en histoire des sciences, mais aussi en philosophie des sciences. Et de ce point de vue, ça me semblait intéressant d'apporter dans ce dialogue quelques références de travaux en épistémologie, notamment des références assez récentes, un livre de Léo Goutelec sur le pluralisme dans la science et qui souligne la façon dont on peut penser des positionnements de chercheurs, des positionnements épistémologiques qui assument cette façon de porter des valeurs non seulement épistémiques, c'est-à-dire qui assurent la qualité de la construction des connaissances scientifiques, mais aussi des valeurs non épistémiques, telles que durabilité, bien-être, justice, solidarité. Et pour assurer ce passage, bien, on peut le qualifier, comme l'a fait un autre philosophe de Matteo Berganti, disons qu'on en sort d'une position de neutralité, d'objectivité scientifique, pour endosser ce qu'il appelle une position d'impartialité engagée. Impartialité engagée, ça conduit à reconnaître que l'on défend des valeurs, qu'on les explicite, que l'on les rend, disons, explicitement visibles dans un programme de recherche, mais que pour autant, on revendique une position de chercheur, de scientifique, et non pas seulement de militant. Alors, ça, c'était cette partie un peu, disons, exploratoire, et puis à partir de cette réflexion, on s'est dit que ça serait intéressant d'essayer
au fond, de proposer une cartographie des différents positionnements des écologues, comment ils se situent, donc plus spécifiquement au sein de l'écologie scientifique, comment ils se situent par rapport à ces questions du rapport à l'action, du rapport à la nécessité d'opérer ces dits changements transformateurs. Et donc, on a construit avec Sébastien une typologie à partir de 3 axes. Le premier axe horizontal qui est un gradient de niveau de prise en compte des humains dans les recherches, donc qui part de l'idée qu'il y a des écologues qui, c'est ce que tu présentais dans la première partie, s'intéressent plus spécifiquement, disons, à des systèmes dits naturels parce que les humains en sont exclus. Et puis, on peut effectuer une sorte définir une sorte de gradient au fur et à mesure que l'on intègre de plus en plus les humains dans ces systèmes. Donc ça, c'est l'axe horizontal. Un axe vertical qui est celui du niveau d'implication du chercheur sur le système étudié. La façon dont le chercheur se pense lui-même comme faisant partie ou non du système qu'il étudie. Et là, on définit 3 niveaux. L'un où le chercheur se situe en position d'extériorité totale par rapport au système qu'il étudie. L'un où il pense des solutions opérationnelles, mais sans nécessairement militer pour que ces solutions soient mises en œuvre. Et puis, on a défini ce 3e point, ce 3e niveau, qui serait celui des sciences transformatives. C'est-à-dire que le chercheur, dans son projet de recherche, assume de vouloir porter, de vouloir aller jusqu'à la mise en œuvre du changement transformatif. Et puis, le 3e axe, je ne vais pas m'étendre dessus parce que ça sera un peu long, mais c'est la question du rapport aux technologies dans les projets de recherche et dans les solutions proposées. Alors, sur ce qui nous semblait intéressant, c'est qu'il ne s'agit pas de plaider pour un positionnement dans cette typologie, mais plutôt d'identifier certaines zones qui sont peut-être moins représentées dans la recherche et qu'il s'agirait d'essayer de développer les recherches dans ces domaines-là. Et en l'occurrence, l'un des domaines des régions de ce repère qui est peut-être insuffisamment exploré, c'est celui du passage de l'opérationnel au transformatif. Et ça, on a réfléchi à cette question, et c'est typiquement du point de vue de la rencontre entre écologie et philosophie. Alors, philosophie tournée vers les questions environnementales, personnellement, c'est mon domaine de réflexion où je fais de la philosophie de l'environnement. On s'est rendu compte que la philosophie de l'environnement avait d'un côté beaucoup réfléchi aux questions des valeurs de la nature, avait proposé un certain nombre de concepts, une réflexion conceptuelle sur la nature, sur ce qu'est l'environnement, sur ce qu'est le vivant, mais que pour que ces réflexions puissent véritablement rencontrer au fond le terrain et permettre ce passage vers, disons, une approche transformative, eh bien, il fallait aller au contact non seulement de professionnels, mais aussi de chercheurs en écologie qui se situent sur le terrain. Et à partir de cette rencontre, on pouvait envisager la construction de ce qui serait une sorte de nouveau, domaine qui est désigné ici par l'écologie, l'éthique écologique, qui est une forme d'approche interdisciplinaire elle-même. Donc, il y aurait la construction d'une sorte de sous-discipline qui serait l'éthique écologique et qui serait intrinsèquement interdisciplinaire. Et donc, ça, c'est à partir de là que l'on peut penser au sein de cette sous-discipline des concepts directeurs type durabilité, santé des écosystèmes, intégrité, etc. Donc ça, c'est une façon de penser le travail interdisciplinaire par la création de sous-disciplines composées de l'écologie et de la philosophie de l'environnement. Alors, de ce point de vue-là, on peut dire qu'il y a tout un travail disciplinaire qui reste important parce que pour nourrir cette réflexion, ce développement de l'éthique écologique, il ne s'agit pas de dire que le travail proprement philosophique sur les valeurs, sur qu'est-ce que c'est que la nature, qu'est-ce que c'est que le vivant, il est fondamental. Donc le travail disciplinaire, il faut le continuer. Mais par contre, ça conduit à se poser la question de savoir comment je fais en tant que philosophe pour travailler avec d'autres disciplines et pour me mettre au service d'une forme d'interdisciplinarité. Alors on va voir que finalement, c'est une question qui agite beaucoup aujourd'hui la communauté des philosophes et notamment la communauté des jeunes philosophes, et notamment par une réflexion sur qu'est-ce que c'est que faire du terrain pour un philosophe. Un philosophe,
très souvent, en tout cas dans les représentations qu'on a des philosophes, ça ne fait pas de terrain. Et souvent, quand un philosophe va sur le terrain, on se méfie un peu du philosophe parce que justement, on n'est pas formé à une méthodologie d'enquête de terrain, et donc on soupçonne un peu qu'il va s'approprier le travail, par exemple, des sociologues et anthropologues. Et donc, c'est assez intéressant de réfléchir à la spécificité du travail philosophique sur le terrain. Et en fait, je pense que l'entrée des philosophes sur le terrain, elle ne peut passer que par une pratique interdisciplinaire. C'est-à-dire, c'était un peu le sens de ma question tout à l'heure, elle ne peut passer que par l'idée de faire du terrain avec d'autres disciplines. Et moi, depuis que je suis dans ce laboratoire, je suis allé sur le terrain avec des écologues, et en fait, je me laisse pour partie guider par la façon dont les écologues font du terrain, et c'est de cette façon-là, il me semble que les philosophes peuvent trouver leur place sur le terrain. Alors, à partir de là, ça conduit à penser, il y a un certain nombre de réflexions sur, mais du coup, quel est l'apport? Parce que le risque, c'est que le philosophe arrive et cherche à définir les grandes orientations normatives d'un projet en disant il faut faire ça, il faudrait faire ci. Mais ça, c'est un premier risque qu'il faut évidemment écarter. L'autre risque, c'est qu'il ne sert à rien. Puisque, au fond, qu'il n'ait aucune valeur ajoutée sur le terrain en se disant, bon, à quoi ça sert? Eh bien, je dirais que un certain nombre de questions auxquelles le philosophe peut essayer d'apporter une contribution, c'est en particulier ce qui a été évoqué sur comment fait-on pour trouver une langue commune. Comment fait-on pour essayer de trouver des terrains d'entente là où la pratique de l'interdisciplinarité multiplie les termes qui renvoient en réalité à des concepts disciplinaires différents. Et donc, il y a tout un travail conceptuel, au fond, de travail sur les concepts des autres pour essayer de clarifier chacun de ces concepts et essayer de trouver des terrains d'entente, au moins de clarifier les désaccords quand il y en a. Et ça, c'est ce qu'un philosophe américain a qualifié de philosophie dédisciplinée qui se met au service de l'interdisciplinarité. C'est-à-dire une philosophie qui, au fond, exerce une sorte de travail interstitiel entre les disciplines pour essayer de contribuer à cette production, disons, d'un langage commun. Donc, bon, je ne relis pas ces différentes citations, mais c'est bien cette idée d'une philosophie, oui, le temps passe, donc je vais accélérer. C'est une philosophie qui se met au service d'une communauté interdisciplinaire. Et ça me semble assez intéressant comme façon de penser l'entrée de la philosophie sur le terrain par le biais de l'interdisciplinarité. Alors là, j'insiste pas sur cette diapo, mais c'est simplement pour montrer qu'il ne s'agit pas non plus de dire que les philosophes ont l'exclusivité du travail conceptuel. Là aussi, ça serait avoir des prétentions trop fortes. Mais par contre, il y a une spécificité peut-être de la philosophie qui est d'essayer de penser, au fond, les concepts qui ne vont pas de soi. Là où des questions sont soulevées parce que il y a une incertitude sur savoir si oui ou non le concept utilisé désigne a une prise sur la réalité. Et là, l'intérêt de vivre au sein d'un laboratoire d'écologie, c'est qu'on se rend compte qu'il y a une multiplicité de concepts qui ne vont pas de soi, qui sont discutés sans l'être, type la biodiversité, la santé des écosystèmes, la durabilité, tous ces concepts qui apparaissent, qui soulèvent des interrogations, mais qui ne sont pas toujours entièrement explorés au sein des pratiques de recherche. Alors, je termine juste cette communication par la référence de ce point de vue-là, un texte que l'on m'a indiqué très récemment, et je remercie la personne qui m'a indiqué, qui est la proposition, une préface d'un philosophe qui s'appelle Arnaud Massé, qui a rédigé une préface dans un livre sur les socio-écosystèmes, l'indiscipline comme exigence du terrain, et qui me semble être une proposition réellement très, disons, inspirante sur le rôle non seulement de la philosophie, mais de l'ensemble des disciplines dans l'interdisciplinarité. En réalité, il se réfère à la Grèce pour souligner la façon dont on peut envisager le travail interdisciplinaire comme, au fond, un ensemble de savoirs et de professions mis au service de la construction d'un bien commun au sein de la cité. Et je trouve que cette référence, non seulement au bien commun et au travail
au travail de l'ensemble des professions au sein de la cité est intéressant, avec cette idée que les savoirs sont au service du public d'une manière très particulière, au sens où ils sont garants de l'unité du monde où nous nous trouvons, de telle sorte que la diversité des besoins d'une communauté vivant dans tel ou tel lieu trouve sa place parmi les choses. Mais je trouve que c'est une assez belle définition de ce que peut être l'interdisciplinarité et que l'on pourrait s'en inspirer pour continuer à approfondir ce dialogue interdisciplinaire tel qu'on le pratique dans nos laboratoires. Et je vous remercie d'avoir été un peu long. Y a-t-il des questions sur cette présentation très stimulante de la part d'un philosophe? Là, bravo, parce qu'effectivement, je ne m'attendais pas à une telle remise en question. Merci, Elisabeth Mancière, présidente de la SFI, Société francophone de santé environnementale. Je me demandais si c'était un exemple unique de philosophie utilisée dans l'interdisciplinarité et si je vous ai bien suivi, il s'agit d'un rôle presque de médiateur. Merci de votre question. Alors, unique, non, parce que je ne suis pas le premier à être, en tant que philosophe, recruté dans des laboratoires non philosophes majoritairement. Il y a à Montpellier aussi, et puis dans d'autres disciplines, dans des laboratoires de physique, par exemple. Et par ailleurs, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que ce sont des approches qui ont été théorisées qui sont théorisées depuis à peu près une dizaine d'années et dans différentes régions du monde. Donc, c'est plutôt une façon de penser la pratique de la philosophie qui est en train de monter en puissance. Et donc, non, je ne suis pas le seul. Je pense qu'il va y en avoir de plus en plus, notamment par le fait qu'il y a de plus en plus de masters qui se montent de formation philosophique associées à des formes de pratique de terrain, notamment sur les questions de santé et sur les questions environnementales. Donc, c'est de moins en moins une pratique isolée de la philosophie. Et après, sur la dimension, est-ce que ça veut dire que c'est le rôle de médiateur? Je dirais que sur la partie au service de l'interdisciplinarité, il y a cette dimension du travail sur les concepts des autres, qui est une forme de position assez humble et modeste de la philosophie, mais qui n'exclut pas par ailleurs de poursuivre le travail disciplinaire philosophique. C'est-à-dire que la réflexion sur l'idée de nature, la réflexion sur ce qu'est le vivant, sur ce que c'est que respecter la nature, par exemple, c'est une réflexion proprement philosophique qu'il faut continuer à mener. Et donc, c'est-à-dire une des dimensions du travail philosophique peut s'envisager comme un rôle de médiateur, où on peut penser en fait à la maïeutique. Et de ce point de vue-là, ça fait des références un peu plus nobles pour ce travail assez humble, mais je pense que c'est l'une des dimensions possibles du travail. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tonton. Merci beaucoup. Donc, bonjour, je suis Pauline Picot en deuxième année de doctorat avec un sujet qui est à la croisée entre les sciences d'ingénieur, la philosophie et l'écologie. Et donc, dans cette perspective, en fait, je me demandais si vous pouviez revenir et un peu développer un point sur lequel vous êtes assez vite par manque de temps, qui est dans votre proposition de cartographie, votre troisième axe, donc celui du niveau d'utilisation des technologies dans les relations avec la nature. Bon, du coup, je vais avoir une réponse d'écologue. En fait, c'est moi qui avais suggéré ce troisième axe parce que une fois qu'on a délimité les deux autres axes, je me rendais compte que quand moi je discutais avec mes collègues, alors ça peut être des collègues très proches dans mon labo, mais ça peut être des collègues qui sont agronomes ou qui sont un peu plus loin de ma discipline, où effectivement, un gros enjeu, c'est que dans la durabilité, quelle est la place des technologies. Et souvent, les écologues disent non, les technologies, c'est pas bien, je caricature. Et puis il y a d'autres gens qui vont mettre en avant des technologies, y compris, je sais pas, je me rappelle, c'était un rapport de l'INRA où il y avait des drones dessus sur la couverture. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnel, y compris de l'INRA, qui n'avaient pas été très contents de cette mise en avant de technologies qui paraissaient pas durables. Et du coup, je pense que c'est quand même un axe important dans les recherches et la façon d'inclure les technologies dans nos recherches.
Et du coup, après, ça renvoie à ce que disait Rémi sur le fait que la question, c'est de savoir à quel point on a besoin de cette technologie pour la durabilité. Et du coup, ça dépend de comment on conçoit cette durabilité, qu'est-ce qu'on prend en compte, qu'est-ce qu'on prend en compte. Et juste très rapidement sur ça aussi, c'est que c'est un axe qu'on n'a pas encore complètement développé, disons, analysé en profondeur, mais c'est un axe qui me semble extrêmement important aussi par rapport à cette question de transition écologique et sociale, de changement consommateur, où au fond, on voit bien qu'une des grandes questions qui partagent ce point, c'est est-ce qu'on peut envisager des réponses purement technologiques aux bouleversements environnementaux auxquels on fait face, ou en fait, est-ce qu'il faut reconnaître de façon un peu plus humble que ça ne suffira pas et qu'il faut des changements dans la définition des changements transformateurs, il n'y a pas que des changements technologiques, il y a des changements de société, des changements... C'est aussi par ce biais-là qu'on envisage aussi. Demain, nous serons là. Oui, mais c'est un gradient. Non, mais effectivement, un des problèmes, moi je fais partie de ceux qui pensent qu'une bonne partie des gens qui mettent en avant les solutions technologiques, ça plaît souvent au monde politique parce que ça évite de se lancer dans des changements transformateurs. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin du tout de cette technologie, mais c'est un peu le problème que ça pose actuellement. Juste demain, nous aurons une intervention de Vincent Pontan, qui réfléchit beaucoup autour de la pensée de Simondon et justement de la technologie. Merci. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Je suis Pauline Marty, je travaille dans une équipe interdisciplinaire où on a des mécaniciens, des énergéticiens, des aménageurs, des sciences de gestion et des philosophes. Et donc, je suis dans la position de la collègue ménageuse du territoire qui doit bosser avec des philosophes. Alors, c'est extrêmement intéressant. On a recruté quelqu'un il y a 12 ans et c'est très chouette. Et on a d'ailleurs le plaisir qu'il dirige la thèse de Pauline. Mais moi qui viens d'un champ scientifique extrêmement empirique, je travaille sur la question agricole à une échelle très territoriale, il manque une espèce de middle ground entre tous les apports de la philosophie sur les positionnements épistémologiques, qui sont extrêmement inspirants, extrêmement nourrissants, qui recadrent aussi très bien certains objectifs. Et puis, ce moment où nous, quand on vient avec une collecte de données de terrain, où on voit très bien ce qui, dans notre discipline, on peut en sortir, mais voilà, et je ne sais pas comment vous réussissez à travailler ça. C'était une première question, et c'est donc une deuxième. Quand vous parliez du positionnement de l'impartialité engagée, je vais aller voir la référence, je vais juste vous demander, mais en fait, le contraire de ça, ce serait quoi? En gros, si on n'est pas dans ce positionnement transformatif, on est juste donc en soutien à la poursuite du système dont on sait les effets délétères en termes de durabilité, d'inégalité et autres. Enfin, je crois que ce que je questionne, c'est cette espèce de neutralité du chercheur. Donc, je me dis de plus en plus qu'en fait, c'est une position qui est juste illusoire et qui, au bout d'un moment, devient aussi scientifiquement invalide. Enfin, je ne sais pas ce que... Voilà, c'est une petite réflexion. Merci. Merci de ces deux questions. Disons que je répondrai à la deuxième, premier. En fait, je partagerai votre point de vue sur le fait que c'est ce que montre plutôt bien, je trouve, une large partie de la sociologie des sciences et l'histoire des sciences aussi, c'est que la position de la neutralité absolue du chercheur, elle n'existe pas. Après, la neutralité axiologique. Après, pour autant, on comprend bien pourquoi ça n'est pas si simple d'explicitement quitter cette position de neutralité qui est aussi une façon de refuser l'instrumentalisation de la recherche, l'instrumentalisation des connaissances produites. Et donc, on comprend aussi le fait qu'un certain nombre de chercheurs préfèrent trouver d'une certaine façon un refuge dans l'abri de la position de neutralité, qui consiste à dire moi, ce que je veux faire, c'est de la science. Je ne revendique explicitement aucune valeur, aucune dimension politique dans mes recherches, et j'aspire à cette position de neutralité. Le problème, et ça, on a discuté non seulement avec Cécile, mais aussi avec Luc Abadi, qui est du même laboratoire, et évoqué sur l'Institut de la transition environnementale, c'est qu'une discipline comme l'écologie, les écologues se sont trouvés de fait confrontés au fait qu'ils sont engagés dans la société et ils sont engagés dans des débats de valeurs aussi.
Et donc, de ce point de vue-là, il apparaît très explicitement que la position de neutralité est impossible à tenir. Mais pour autant, pourquoi impartialité engagée? Parce qu'il ne s'agit pas de dire que, du coup, tomber dans une sorte de relativisme en disant, moi je défends cela parce que ce sont des valeurs, et puis on peut avoir un pluralisme des valeurs, ce qui fait que, après tout, chacun peut défendre ce qu'il veut. Là où on basculerait, on sortirait complètement de la position scientifique. Et sur la première, sur le terrain de l'entente, c'est difficile, c'est ce qui reste à construire. Moi, la façon dont je répondrais par cette question du terrain, c'est que je trouve que, par exemple, ça donne une justification pleine et entière au fait d'aller sur un terrain pour un philosophe, de sortir de son bureau, d'aller dans un laboratoire qui n'est pas majoritairement, qui n'accueille pas majoritairement des représentants de sa discipline, parce que c'est comme ça que ça se construit. Ça se construit dans une relation de confiance avec les autres, avec des collègues d'autres disciplines, et non pas comme ça a pu être fait, et comme ça se fait encore parfois, sur la dimension où on fait un colloque interdisciplinaire et puis on demande à un philosophe de faire la conclusion ou l'introduction, et en disant qu'on va prendre de la hauteur en faisant ça, ce qui est le philosophe d'une situation complètement impossible à tenir, mais bien par, disons, vivre un quotidien avec d'autres chercheurs. Réponse courte, je vais juste dire qu'on a encore 2 questions dans la salle et après question dans le chat. Je vais rebondir rapidement. Déjà, je vais lancer une fleur. C'est que sur la question de comment on discute, comment le philosophe travaille sur le terrain, effectivement, avec Rémi, ça se passe très bien. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a des discussions ensemble, il n'y a pas de problème de compréhension de la philosophie qui surplombe, etc. C'est vraiment de la philosophie terrain. Il faut peut-être que je dise des choses que tu disais. Et c'est vrai que je n'ai pas toujours ressenti ça quand j'ai écouté d'autres philosophes qui s'intéressaient à l'environnement. Et pour le fait que l'histoire de la science impartiale ou engagée, etc., je voulais juste avoir un éclairage sur l'écologie. C'est-à-dire que l'écologie est une science un peu jeune. Et en fait, elle s'est développée depuis les années 70 en France. Et pendant longtemps, l'écologie a cherché sa scientificité. Et a eu besoin de démontrer sa scientificité, y compris pour gagner des heures de cours à Sorbonne Université, y compris pour s'établir dans le système académique. Et de ce fait, il y a une partie des écologues qui, encore maintenant, se retranche un peu derrière cette impartialité et ce non-engagement. Et c'était très très net quand j'ai fait ma thèse il y a 20 ans, 25 ans. C'est beaucoup moins net maintenant, mais on retrouve encore des traces. Je ne sais pas, il n'y a pas longtemps, il y avait en gros, c'est avec des gens qui s'occupaient d'écologie à l'échelle très haute en France qui, à un moment donné, ont tiqué parce qu'on parlait d'économie au bout du 2e paragraphe d'un gros projet de recherche interdisciplinaire sur l'écologie. Et quand ils ont vu l'économie, ils se sont dit, mais non, c'est pas de l'écologie, ça va pas. Et voilà, donc ça marque encore la discipline. Bonjour, Elsa Berthet, chercheuse en sciences de gestion à l'INRAE, au Centre d'études biologiques Bouchizé. Je me demandais par rapport à votre typologie, si vous vous intéressiez aux trajectoires aussi des chercheurs, et si ces trajectoires évoluaient d'un point à l'autre de la typologie, et si la proximité entre philosophes ou autres chercheurs en sciences sociales dans un labo d'écologie avec des écologues pouvait influencer ces trajectoires. Alors, je vais faire une réponse courte parce que c'est une question qui serait vraiment intéressante à creuser. On ne l'a pas fait pour l'instant parce que pour l'instant, c'est un peu un travail exploratoire, disons, de cartographie des différents positionnements possibles. Maintenant, il pourrait y avoir une enquête un peu plus fine, un peu plus, notamment peut-être en utilisant ici des sociologues, pour essayer de suivre ces trajectoires et effectuer ce terrain à partir de cette typologie. Et pour l'instant, on n'a pas fait. Une chose que je trouve importante, et ça peut être aussi l'apport d'un philosophe dans un laboratoire d'écologie, c'est que, en fait, je pense que la plupart des chercheurs, alors c'est vrai en écologie, je soupçonne que ce soit vrai dans pas mal de disciplines, en fait, ne sont pas du tout formés à l'épistémologie, à la philosophie, et du coup, souvent, ils ont un positionnement, mais un peu par défaut, qu'ils n'ont pas réfléchi et mûri par rapport à ce qui existe, ce qui s'est déjà dit, etc. Et du coup, c'est aussi un apport d'éveiller potentiellement. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis Marianne Barny, je suis chercheuse microbiologiste à l'IES. Et j'ai une question à partir des valeurs, parce que les valeurs que tu as mises, en fait, on pourrait toutes les classer presque en valeurs entre guillemets de gauche
d'accord, et je n'ai pas vu apparaître de valeurs de droite. Or, il me semble qu'en biologie, on est quand même dominé d'une manière générale dans beaucoup de domaines par des valeurs entre guillemets de droite. Et je me demandais s'il y avait un positionnement spécifique de l'écologie par rapport aux valeurs. Alors, non mais, à vrai dire, disons que je vais répondre de façon détournée. Sur la question des valeurs, bon, en fait, la question des valeurs, savoir si la durabilité, par exemple, est quelque chose de gauche. Bon, tout dépend déjà de ce définit la gauche, mais il y a une certaine façon de penser la durabilité qui n'est pas si à gauche que ça. Il y a des réflexions aussi sur justement la façon dont on met en avant plutôt les niveaux de vie ou plutôt la population qui peuvent jouer beaucoup dans tout ça. Donc, derrière l'idée que c'est une valeur de gauche, il faut je pense, creuser un peu plus. Mais ce que je dirais pour contourner, c'est l'un des enjeux que je trouve important dans la construction d'un collectif interdisciplinaire situé qui travaille sur une question, c'est que souvent, il y a une incompréhension, par exemple, comme on discutait juste avant avec Sébastien, qui disait oui, mais en fait, se faisant l'avocat du diable, les SHS, il y a toujours des tonnes d'écoles de pensée différentes, et puis ils ne sont jamais d'accord, alors du coup, on ne sait pas tellement comment se situer par rapport à... et en fait, ce que je disais, oui, mais en fait, par exemple, mettons, on travaille alors sur la notion très débattue des services écosystémiques. On va se dire, on va travailler avec des économistes. Effectivement, si on prend un économiste néoclassique pur jus, ce ne sera pas la même chose de travailler avec lui que de travailler avec un économiste hétérodoxe. Et en fait, il ne s'agit pas de dire oui, mais on peut travailler avec l'un ou avec l'autre. Il y a un moment, on est obligé de faire un choix. Et en fait, ce choix, c'est un choix aussi qui porte sur des valeurs, qui engage des valeurs. Et donc, c'est là où on se retrouve dans un collectif qui se reconnaît dans un certain nombre de valeurs. C'est une façon un peu contournée de répondre à ça, mais je crois que oui, il y a effectivement, à partir du moment où moi, je pense qu'on reste tout à fait dans une posture de recherche pertinente et valide sur le plan méthodologique, de la méthodologie scientifique, du moment que ces valeurs sont explicitement décrites et mises en avant dans le programme de recherche. Parce que sinon, en fait, les valeurs restent invisibilisées, mais elles sont bien présentes. Encore une fois, il y a beaucoup de travaux sur les services écosystémiques, il y en a de très différents, mais il y en a qui ne présentent pas les valeurs qu'ils portent et qui sont des valeurs néolibérales pour certains. Et il y en a d'autres qui ne portent pas ces valeurs-là. Et donc, en fait, ce travail d'explicitation des valeurs me semble extrêmement important, sans quoi il y a une incompréhension totale entre des chercheurs qui travaillent sur les services écosystémiques dans une perspective qui n'est pas nécessairement sur le plan économique néolibéral, mais qui pour autant vont être classifiés comme tels par des chercheurs en SHS parce que pour eux, ils ont une solide raison de le croire aussi, il y a une approche dominante des services écosystémiques qui est néolibérale. Il faut vraiment lire le livre de Léon Coutelec que tu mentionnais, qui explique exactement cette histoire que en fait, la seule solution, c'est au contraire d'exprimer les valeurs et de les rendre claires et transparentes pour pouvoir avancer dans les collectifs. Une question posée en ligne, une question de Hassan Reda Damani. Alors, vous parlez de rencontres entre écologie et philosophie. Selon vous, un chercheur en écologie peut-il devenir un bon philosophe de cette discipline ou doit-on prévoir une formation philosophique spécifique aux problématiques écologiques? Je ne sais pas. Non, moi je sais que j'aime bien la philosophie à la base et du coup, il y a des choses que je connais un peu, outre la partie épistémologique. Après, pour être un vrai philosophe, il faut vraiment une formation spécifique. Et là, je peux pas. En fait, je pense qu'il y a un des enjeux, alors ça peut très bien être le cas, par le biais de vous a présenté des doubles parcours à Sorbonne ce matin. Je pense qu'il ne s'agit pas de se prétendre ni écologue ni philosophe si on a été formé à ces disciplines. Par contre, il y a un enjeu, c'est de comprendre les problèmes que soulèvent et qu'essayent de résoudre les représentants, les chercheurs dans une autre discipline.
moi, j'essaye de comprendre les questions que se posent les écologues et pour les comprendre, il faut qu'ils me les expliquent et on en discute régulièrement et inversement. J'ai des discussions régulières au sein du laboratoire d'écologie où de chercher, mais au fond, qu'est-ce que les sociologues essayent de faire? Ils essayent de répondre à quelles questions, comment on détermine si le travail d'un sociologue est un bon travail ou pas un bon travail. Quels sont vos critères, etc. Donc des critères de scientificité, des critères de réussite d'un projet de recherche. Et ça, je pense que c'est la construction dans le dialogue dans le dialogue interdisciplinaire qu'on peut parvenir à se mettre d'accord. Et sur la formation, on reste formé à une discipline, on peut se former à 2 disciplines, mais c'est pas une nécessité, je pense, pour pouvoir s'entendre. Merci. Est-ce qu'il y a encore une question? Sinon, écoutez, on va rester là. Merci beaucoup pour votre exposé qui a suscité visiblement l'intérêt et l'implication.